Pierre Briand, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. Voilà un savant qui était demeuré enthousiaste de la figure d'Alexandre le Grand. Il n'hésite pas à l'appeler tel. Alfred Fouché a été à la recherche d'Alexandre le Grand pendant toute sa carrière de chercheur, qui l'a mené en Asie centrale, en Afghanistan, en Inde, à la recherche d'un art où se mêlait l'influence bouddhique et l'influence grecque, l'influence hellénique. Il a été à la recherche aussi toute sa vie des cités dont les textes vous disaient qu'elles avaient été fondées par Alexandre dans l'actuel Afghanistan. Il l'a trouvé ? Mais non, malheureusement pour lui, il ne l'a pas trouvé. Ses successeurs l'ont trouvé, les successeurs à la tête de la délégation archéologique française en Afghanistan qu'il avait fondée. Et donc on entend dans son propos toujours la même dualité de la figure d'Alexandre, où on le défend des massacres qu'il aurait perpétrés un peu partout, particulièrement en Inde, mais où en même temps on essaie de compenser ces massacres par les réalisations positives qu'il aurait menées jusqu'en Inde et qu'il aurait semé un peu partout dans le Proche-Orient qu'il a conquis. C'est une dualité que nous allons, je crois, retrouver pendant une heure. Je le pense. Vous-même, vous l'aimez beaucoup. En tout cas, vous avez acquis avec lui une familiarité qui vous a permis de lui envoyer récemment une lettre ouverte. Oui, alors je ne suis pas sûr que le terme aimer corresponde exactement. Disons que je le fréquente depuis longtemps et que j'ai une certaine intimité avec lui. Effectivement, je lui ai envoyé cette lettre ouverte parce que, au bout de plusieurs dizaines d'années de réflexion sur le personnage et sur ses réalisations, je voulais quand même lui expliquer où on en était à l'heure actuelle et lui expliquer nos difficultés pour comprendre ce qu'il avait fait, ce qu'il avait voulu faire. Et au fond, qu'est-ce que tu as voulu faire ? Et voilà la question que je lui pose et je lui dis, voilà... Vous le tutoyez ? Ah oui, je le tutoie parce que je pense que ça fait 30 ans que j'imagine, sans être ami avec lui, que malgré tout, il pourrait me permettre de le tutoyer. D'ailleurs, on se tutoyait tout aussi bien. Oui, en vous écoutant, je pensais à la phrase de Chamfort à propos des femmes. Aimer les femmes ou les comprendre, il faut choisir. Vous avez choisi de comprendre Alexandre plutôt que de l'aimer, Pierre Briand ? Oui, je pense que c'est le destin et la fonction et la tâche de l'historien. En plus, dans cette lettre ouverte, je lui annonce des nouvelles que lui ne connaît pas. C'est-à-dire que, d'une part, qu'il est mort et que, d'autre part, il a eu un fils. Il n'a jamais connu, puisque ce fils qui lui a succédé, finalement, est né posthume. Avant de parler de son fils, si vous voulez bien, parlons de son père. Je voudrais que, en quelques instants, vous nous rappeliez, en ordre de la durée, dans l'ordre de l'espace, ce que fut le destin prodigieux d'Alexandre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ce destin, c'est effectivement un tournant de l'histoire du monde. Lorsque Alexandre vient au monde en 356, son père Philippe est en train de tenter de réunifier la Grèce autour de la Macédoine pour lancer une expédition contre ce qui est d'ailleurs, ce qu'on oublie toujours. D'ailleurs, on dit souvent l'Empire d'Alexandre est le premier empire mondial de l'Antiquité. Non, ce n'est pas le premier empire mondial de l'Antiquité. Le premier empire mondial de l'Antiquité, c'est l'Empire perse, contre lequel il va diriger ses armes, cet empire perse, depuis plus de 2 siècles, s'étend, imaginez, depuis l'Indus, le Pakistan actuel, jusqu'à la Turquie occidentale, et depuis les républiques ex-soviétiques d'Asie centrale, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Sirdaria, donc, jusqu'à la première cataracte du Nil, donc à la hauteur d'Assouan, y compris d'ailleurs une partie du désert occidental. On dit perse ou on dit aussi achéménide ? Oui, alors le terme achéménide, c'est le nom de la dynastie. Le terme perse renvoie à un ethnique, mais en réalité, il vaut mieux utiliser le terme d'empire achéménide, dans la mesure où l'empire achéménide est un empire multilingue, multiculturel, où les langues et les écritures se comptent par dizaines et où chaque région a conservé par devers elle ses spécificités culturelles et artistiques. Et donc, je crois qu'il vaut mieux employer le terme d'achéménide pour ne pas donner une coloration ethnique à un empire qui est justement multiethnique. Vous trouvez donc qu'on ne se mêle pas assez de l'histoire des vaincus après 2 siècles, c'est-à-dire de l'Empire achéménide qui va être défait par Alexandre. Bien. La vision des vaincus, c'est aussi la vôtre. D'ailleurs, c'est la moitié de l'intitulé de votre chaire au Collège de France. Absolument, et c'est la raison pour laquelle j'avais tenu au Collège de France à mettre un intitulé qui rassemble le même espace géopolitique. Géopolitiquement, la conquête d'Alexandre n'a fait que poursuivre l'Empire achéménide. Alors, rappelez-nous quelle est la geste prodigieuse d'Alexandre. Alexandre le Grand, pour des raisons que nous ne connaissons pas exactement, je veux dire, là-dessus, on a beaucoup varié, depuis l'Antiquité, en passant par Montesquieu et par ses successeurs, se lance en mai 334
avec une armée macédonienne et grecque, à la conquête de l'Empire achéménide. Il débarque donc en Asie mineure, au nord de la Turquie actuelle, remporte une première victoire au Granique en mai 334. Il conquiert toutes les côtes méditerranéennes de l'Empire, c'est-à-dire il suit la Turquie actuelle, il va jusqu'à l'actuelle Ankara, redescend jusqu'à Tars en Cilicie, conquiert la côte du Levant, c'est-à-dire la Phénicie avec Sidon et Tyr, va en Égypte, où il fonde Alexandrie, entre autres choses, et remonte ensuite par la même route jusqu'à Damas, puis vers l'est, va en Babylonie, il remporte une troisième bataille rangée à Gogamel, au nord de la Babylonie, dans l'ex-Assyrie, c'est qu'il ouvre la porte des grandes capitales, successivement Babylone, Suse, Persépolis et Passargade. Donc nous sommes à Persépolis en janvier 330. 6 mois plus tard, c'est la chute et la fin définitive de Darius. Darius III, qui est le dernier roi de l'Empire achéménide, qui meurt assassiné par ses proches, qui pense qu'il est temps de choisir une autre stratégie. Et le chef de ses conjurés donc, va en Bactriane, l'actuel Afghanistan. Il se fait reconnaître roi comme successeur de Darius. Et c'est contre lui donc, que marche Alexandre. Il le vainc. Et il s'empare après 2 années très difficiles de l'actuel Afghanistan, d'où d'ailleurs, digression rapide, d'où d'ailleurs actuellement aux États-Unis tellement d'ouvrages, d'articles qui essaient de superposer la guerre d'Alexandre en Bactriane à la guerre d'Afghanistan. Nous sommes actuellement il y a un torrent de publications aux États-Unis où on essaie de faire comprendre aux Américains que la guerre allait être très difficile, à preuve les difficultés qu'a eu Alexandre. Donc, toute histoire est décidément contemporaine. Ah, nous sommes alors là, aux États-Unis, en plein ce qu'on appelle le présentisme. Ensuite, donc, c'est la conquête de l'Inde. Quand on dit l'Inde, évidemment, il faut s'entendre. Hein. C'est en fait ce qui est actuellement le Pakistan, c'est-à-dire la vallée de l'Indus, depuis le nord, le Swat, jusqu'au delta de l'Indus. Et ensuite, c'est la remontée du golfe Persique. Par terre, c'est l'armée d'Alexandre qui remonte des régions extrêmement difficiles jusqu'à revenir à Persépolis. Et par voie de mer, la flotte d'Alexandre, conduite par Néarque, remonte le golfe Persique. Et ce sont les 2 dernières années d'Alexandre qu'Alexandre va passer dans la région où il meurt à Babylone. 11 ans après avoir débarqué sur la côte d'Asie mineure, il a donc en fait reconstitué à son profit l'Empire achéménide, du moins dans cette dimension géopolitique. En moins de 15 ans. Oui, un peu plus de 10 ans. Ce souverain, il a 33 ans quand il meurt. Ce souverain d'un tout petit royaume au nord de la Grèce a constitué ce prodigieux empire, et on ne s'étonne pas par conséquent que depuis 25 siècles, les hommes rêvent à propos de cette histoire, et que l'image d'Alexandre est connue des avatars au sens propre, extrêmement variés. C'est ce que nous allons considérer ensemble. Il y a eu immédiatement et ensuite une durable discussion polémique. Alexandre mérite-t-il ou non le terme de grand? Alors là, cette question a été relancée récemment par des historiens américains, ce qui me semble tout à fait étrange, car ce n'est pas vraiment une interrogation que je qualifierais d'interrogation historienne, mais c'est une interrogation qui a été posée par l'histoire moralisante du XVIIIe, je dirais qu'elle a été posée en réalité dans l'Antiquité, car tout un courant antique de l'époque romaine a condamné Alexandre et a dénoncé les massacres de la conquête et a considéré que moralement, en réalité, peut-être qu'Alexandre était un grand général, mais qu'il était un tout petit homme sur le plan moral. Et cette polémique, complètement hors du temps, je dirais, a été reprise, amplifiée au XVIIIe siècle, en particulier avec Rollin. Rollin, qui est l'éducateur de l'Europe et qui, dans les années 1730, va publier une histoire ancienne qui va avoir un destin absolument prodigieux du point de vue éditorial. Il a été traduit dans toutes les langues de l'Europe. Il a été reproduit, réédité pendant 2 siècles. Au milieu du XIXe siècle encore, Rollin est un des manuels de base utilisés dans toutes les écoles, sous forme de résumé, bien entendu. Et Rollin pose cette question et il répond. Il répond en disant qu'Alexandre, dans une première partie de la période de la conquête, était évidemment un homme tout à fait remarquable, un héros tout à fait remarquable, et qu'ensuite, il a été gâté. Pourquoi a-t-il été gâté? Il a été gâté par son succès, il a été gâté par l'Orient. Parce que l'Orient, lui, non seulement est dissolu, mais il est dissolvant. Et donc, le caractère d'Alexandre s'est dissous dans le luxe et la luxure de l'Orient,
Et donc, évidemment, nous sommes, alors après, c'est un despote qui se met en scène et que tout défenseur d'une bonne royauté doit condamner, comme l'avait fait Bossuet. Donc il y a, à ce moment-là, très clairement une opposition entre différents éclairages, l'éclairage moral, l'éclairage stratégique, l'éblouissement devant cette conquête, qui sont souvent contradictoires, et puis le goût du romanesque. Voilà, mais en même temps que Rollin, je voudrais y insister, c'est que, et on ne se rend pas compte, parce que justement l'histoire d'Alexandre au XVIIe, XVIIIe siècle n'a jamais été faite, mais on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas... Nous allons la faire. Nous allons la faire. Mais il n'y a pas un progrès, s'il y a des progrès, mais il n'y a pas un progrès linéaire de la réflexion historique. C'est-à-dire que, d'une part, la réflexion sur la moralité, vous voyez, l'histoire moralisante, on la voit réapparaître aujourd'hui, et en même temps qu'on voit le héros traditionnel être loué, en même temps, il y a un livre qui va apparaître en 1716, mais qui a été écrit en fait en 1667 sous forme d'un rapport commandé par Colbert. Ce rapport est écrit par le célèbre évêque d'Avranches, Pierre-Daniel Huet, qui fut sous-précepteur de Dauphin sous l'autorité de Bossuet. Et Pierre-Daniel Huet se voit commander, à son grand regret, car il est en train de travailler, lui, sur des choses plus importantes, à son avis, se voit commander un rapport sur l'histoire de la navigation et du commerce dans l'Antiquité. Il fait ce rapport, qui est daté d'octobre 1667, et donc remis à Colbert, et dans son grand âge, il a plus de 80 ans, Huet le publie en 1716. C'est un succès formidable. Il y a 4 éditions successives, des traductions dans toutes les langues européennes. Et pourquoi je parle de ce livre ? Eh bien, c'est qu'en 1667, nous sommes donc à l'époque de Alexandre de Racine. Nous sommes à l'époque de Boileau. Eh bien, quelle image d'Alexandre donne Huet ? C'est l'image de quelqu'un qui ouvre l'Orient, l'Asie, non pas tellement à la conquête, mais au commerce européen. Et ça, c'est aussi l'idée qu'a développée Voltaire un peu plus tard. Voltaire avait lu Huet. Il n'a jamais développé l'idée. Plus exactement, Voltaire a émis l'idée, il a toujours répété les mêmes formules. Mais celui qui a vraiment développé cette idée, c'est Montesquieu dans L'Esprit des lois. Au livre 10 et au livre 21, Montesquieu fait d'Alexandre un conquérant plein de raisons, avec des plans extrêmement bien construits qu'il a menés jusqu'au bout. Et il le fait celui qui a ouvert l'Inde au grand commerce européen. Donc au fond, vous nous dites que le XVIIe et le XVIIIe siècle ont été, pour la postérité d'Alexandre, les grands siècles. Mais auparavant, je voudrais que nous revenions, si vous le voulez bien, au premier temps, parce qu'il faut nous interroger sur ce que nous pouvons savoir d'Alexandre lui-même. Autrement dit, quels ont été les historiens, je ne dirais pas contemporains, mais de l'Antiquité, qui nous ont parlé de lui, sur les travaux desquels nous continuons de faire fond. Alors, je reviens un instant sur Alfred Fouché. Il disait à peu près ceci, si ma mémoire est bonne, qu'Alexandre avait un service de propagande, comme les armées contemporaines avaient leur service de propagande. Bourrage de crâne, disait-il. Il parlait du bourrage de crâne qu'on connaît bien, effectivement, au moment de la guerre de 14. Avec des spin doctors, des conseillers en communication. Alors oui, c'est extraordinaire, parce que finalement, il n'y avait pas de service de propagande dans l'armée d'Alexandre. Disons qu'il avait auprès de lui des gens chargés de recueillir des témoignages et d'écrire son histoire. Malheureusement, cette première génération d'historiens, de chroniqueurs, on va dire, a disparu. Je veux dire, a disparu. Les œuvres ont disparu. Tous ces chroniqueurs, on en connaît le nom. Les mémoires de Ptolémée, qui était un des adjoints, un des seconds d'Alexandre. Quoi qu'en dise Stone dans son film, où il fait paraître Ptolémée parlant, discourant en permanence, mais nous ne possédons pas les mémoires de Ptolémée. Toutes ces mémoires, tous ces chroniqueurs ont été utilisés par des deuxième et troisième générations qui eux-mêmes interprètent Alexandre de leur point de vue. C'est tous ces gens-là, qu'il s'agisse de Plutarque, de Diodore de Sicile qui écrit en grec, ou d'Arien qui écrit en grec, évidemment, ont utilisé ces sources primaires, mais d'une manière que nous ne connaissons pas. Quinte Curse en latin. Quinte Curse en latin, qui fut l'auteur le plus lu en Europe à l'époque classique. En tout cas, il est clair que Plutarque a joué un rôle essentiel pour la diffusion de l'image d'Alexandre pendant des siècles et des siècles. Et je voudrais vous faire entendre une page de Plutarque telle qu'elle a été traduite par Amyot, qui a vécu au XVIe siècle, Jacques Amyot, qui a joué un rôle fondamental pour la diffusion de Plutarque. Ainsi, comme il se voulait mettre à table pour souper, on lui vint dire
que l'on lui amenait la mère et la femme de Darius, prisonnières entre les autres dames, et 2 de ses filles non encore mariées, lesquelles, ayant vu son chariot et son arc, s'étaient prises à crier et à se battre désespérément, pensant qu'il fût mort. Alexandre demeura assez longtemps sans rien répondre à cela, sentant plus de pitié de leur mauvaise fortune que de joie de la sienne bonne. Puis envoya à l'heure même Léonatus de Verzel pour leur faire entendre que Darius n'était pas mort et qu'il ne fallait point qu'elles eussent peur d'Alexandre, parce qu'il ne faisait la guerre à Darius que pour régner seulement, et qu'au regard d'elles, elles auraient de lui tout ce qu'elles avaient de Darius pendant qu'il était régnant et avait son empire en son entier. Alexandre, estimant, à mon avis, être chose plus royale, se vaincre soi-même que surmonter ses ennemis, ne les toucha ni elle, ni autre fille ou femme, avant que les épouser. Et une autre fois, ayant été averti que Damon et Timothée, macédoniens étant sous la charge de Parménion, avaient violé les femmes de quelques soudards étrangers qui étaient à sa solde, il écrivit à Parménion qu'il en eut à faire information, et que s'il trouvait qu'ils les eussent de fait violés, qu'il les fit mourir tous 2 comme bêtes sauvages, nées à la ruine des hommes. Et écrit en cette lettre de soi-même ses propres paroles. Quant à moi, tant s'en faut que j'ai vu ni pensé de voir la femme de Darius, que je ne veux pas seulement souffrir que l'on tienne propos de sa beauté devant moi. C'était une lecture de Bruno Balp dans le cadre d'une émission consacrée à Alexandre le Grand sur France Culture en mars 1973. Pierre Briand, on a là un topos, comme on dit, une sorte de scène indéfiniment racontée et répétée. C'est la scène la plus célèbre, je dirais, d'histoire racontée aux enfants, je veux dire. Du côté moral. Voilà, du côté moral, qui a été mise en scène et exaltée en particulier par Rollin et par toute l'histoire moralisante tout au long des siècles, et qui a été, bien entendu, portée sur les toiles à de multiples reprises, en particulier par Lebrun, qui a peint cette scène, mais il y a des dizaines de tableaux qui reprennent cette scène, qui est le plus beau moment d'Alexandre, comme dit Rollin, qui est une reprise d'ailleurs de textes anciens. Les tapisseries aussi, il y a 11 tapisseries monumentales. Voilà, les tapisseries monumentales qui ont été montrées récemment à Paris. Cette scène a été racontée par tous les auteurs anciens, ce que j'appellerais l'acmé moral d'Alexandre, et c'est peu après d'ailleurs, nous sommes là, je précise tout de même, nous sommes après la bataille d'Issos, donc en novembre 333, et c'est très peu après que Rollin va marquer la décadence morale d'Alexandre après la chute de Tyr, donc quelques mois plus tard. C'est pourquoi je parle d'acmé moral d'Alexandre. C'est-à-dire le maximum, le maximum, c'est là où il se montre au maximum de ses qualités morales, et ensuite, eh bien, il ne va cesser de décader, si je puis dire, de se dissoudre dans l'Orient millénaire. Je vous laisse la responsabilité oui, tout à fait. de ce verbe, mais après tout, nous allons sûrement être assez influents pour le faire adopter. Donc il y a eu ensuite cette décadence morale. Cette décadence morale qui est marquée par toute l'histoire moralisante, d'où l'interrogation que vous rappeliez tout à l'heure, de savoir si Alexandre est grand ou s'il n'est pas grand. Jusqu'à ces auteurs récents, par exemple Worthington, qui explique qu'il ne pouvait pas être grand puisqu'il était colonisateur. Nous sommes là dans l'histoire morale, c'est l'histoire morale avec des mots qui sont ceux de Rollin, mais dans un contexte qui est le contexte post-colonial. Avec vraiment des rebonds, des ressemblances de génération en génération, des similitudes qui vous ont frappé et qui nous conviennent bien dans cette émission. Oui, des similitudes, mais en même temps dans un contexte très différent. C'est-à-dire que la discussion continue, mais en même temps elle change de sens, car évidemment, Rollin ne condamne pas Alexandre pour ses conquêtes, même si on pourrait dire qu'il le fait en partie. Mais disons que c'est une vision maintenant post-coloniale qui s'est imposée dans l'historiographie anglo-saxonne en particulier, qui fait qu'Alexandre est jugé moralement, au regard d'une colonisation que l'on conteste et qu'on condamne, pour des raisons qui peuvent être d'excellentes raisons au demeurant, mais on projette sur Alexandre le Grand des notions de morale politique qui n'étaient pas celles du XVIIe, encore moins celles de l'Antiquité. Et quand on parle de l'Empire américain, alors pas de ressemblance? Certainement que pour les auteurs américains qui écrivent sur Alexandre, il y a énormément de ressemblances. Si vous voulez, beaucoup d'auteurs qui écrivent actuellement, enfin un certain nombre d'auteurs ont vécu le Vietnam directement sur le terrain. D'autres vivent très très mal l'histoire de l'Afghanistan, de l'Irak.
Non seulement il ne cherche pas à se défaire de l'emprise du présent, mais au contraire, il rentre complètement dans le présent, utilisant le passé pour essayer de comprendre mieux leur présent. Tout de même, George Bush Junior en Alexandre le Grand, c'est pousser le bouchon un peu loin, non? Écoutez, comme je l'ai écrit naguère, je pense que le film d'Oliver Stone, qui sort fin 2004, donc en pleine guerre d'Irak, présente un Alexandre, malgré tout, qui arrive à Babylone. Babylone, c'est la ville chère au cœur de Saddam, puisque Saddam s'est toujours présenté comme le descendant de Nabuchodonosor, celui qui avait détruit Jérusalem et déporté les Juifs. Quel siècle? Nous sommes au 7e siècle. Et donc avant les Achéménides. Avant les Achéménides. Oliver Stone fait paraître Alexandre de Babylone. Qu'est-ce qu'il est, Alexandre est accueilli en libérateur. Il est accueilli en libérateur par un Orient orientalisé à l'extrême par Oliver Stone. C'est une sorte de peinture orientaliste qu'Oliver Stone nous donne de Babylone à cette époque-là. Et donc, je pense qu'il y a, dans le film d'Oliver Stone, énormément de réminiscences, de présence du présent, beaucoup plus que... D'ailleurs, il a fini par l'admettre. Mais on pourrait même trouver des précédents du côté de l'Empire romain, puisqu'il y a eu une image d'Alexandre très contrastée au regard des moralistes, au regard des historiens. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, un homme comme Sénèque était très hostile, par exemple, à Alexandre. Sénèque a joué un rôle considérable. D'ailleurs, les passages de Sénèque très hostiles à Alexandre ont été repris sans cesse par nos historiens moralistes, qui existent de Rollin et d'autres. Un autre auteur de l'époque romaine, beaucoup plus tardif cette fois-ci, puisque c'est un compagnon de Saint-Augustin, c'est Orose, qui a écrit un livre justement commandé par Saint-Augustin, enfin par Augustin d'Hippone, qui dénonçait complètement toutes les conquêtes faites par les rois païens, et en particulier Philippe et Alexandre, qui étaient qualifiés de cyclones destructeurs de tout l'Orient. On voit dès ce moment-là une opposition se dessiner entre ce qu'on peut appeler le grand homme, qui a des vertus civiques et des vertus morales, et puis le héros militaire, le héros casqué, qui lui est essentiellement défini par l'efficacité de ses armes. On voit César en Espagne, au moment de sa questure, en 68, se mettre à pleurer en lisant un ouvrage sur Alexandre. Et comme ses amis s'étonnent, il les interroge: ne vous semble-t-il pas qu'il est juste de s'affliger parce qu'à mon âge, Alexandre avait déjà un très vaste empire, alors que je n'ai encore rien fait de grand? Ce qui montre qu'effectivement, dès l'époque romaine, Alexandre est devenu un modèle, ou un anti-modèle d'ailleurs. Auguste, après Axiome, débarque en Égypte et se fait montrer le sarcophage et le corps d'Alexandre. Et Caligula, qui a 41 après Jésus-Christ, a pris dans la tombe d'Alexandre une cuirasse qu'il aimait porter. Voilà, et donc ce sont des gestes d'ailleurs en même temps spectaculaires, qui montrent la filiation intellectuelle et politique entre Alexandre, qui est déjà le modèle à suivre, et surtout, évidemment, comme le dit César, enfin, comme on le fait dire à César, exactement, c'est la jeunesse d'Alexandre et la réalisation qu'il a acquise, qu'il a réussi à l'âge entre 20 et 30 ans, qui établit une concurrence terrible sur ses successeurs. Parce que comment faire aussi bien qu'a fait Alexandre? César le dit, ou on le fait dire, c'est pas possible. Le Moyen-Âge est une période où Alexandre est moins souvent évoqué, et on a l'impression d'une résurgence au XVIe siècle. C'est une sorte de moment de latence et de maturation avant l'émergence définitive en pleine lumière qui est celle de l'époque de Louis XIII et Louis XIV. Oui, alors il faut tenir compte du fait que au XVIe siècle, c'est la Renaissance, bien entendu, mais la Renaissance des lettres, ça veut dire qu'on a à nouveau accès aux textes grecs et latins, aux textes grecs en particulier, qui étaient perdus, qui étaient là-bas à Byzance, et on fait revenir des manuscrits, des Italiens en particulier, de nouvelles éditions, et on commence à pouvoir réutiliser tous ces textes. Auparavant, qu'est-ce qu'on connaissait au Moyen-Âge? C'est une version romancée donc, de l'histoire d'Alexandre, qui naît à Alexandrie au 2e, 3e, 4e siècle, c'est difficile à dire, de notre ère. On ne sait pas, qui est mis sous l'invocation de Callisthène, l'un des compagnons d'Alexandre, mais c'est pas Callisthène évidemment. Le neveu d'Aristote. Voilà, mais c'est celui qu'on va nommer le pseudo-Callisthène. Et c'est donc ce roman qui est connu en multiples langues, qui a été diffusé partout, qui est surtout un roman, je dirais, initiatique, où Alexandre part à la recherche de soi-même. Et ce roman a été également, et c'est intéressant à noter, a été, dans notre Moyen-Âge, utilisé et réutilisé et réadapté en Iran, en Perse. Et ce roman a été persianisé au point que, désormais, dans le roman iranien, La légende des rois, eh bien, Alexandre et Darius sont demi-frères.
Et lorsque, dans cette scène fameuse, on voit, lorsque Darius meurt, qui est raconté à leur façon par les auteurs grecs, mais à leur façon par les auteurs persans, qu'est-ce qui se passe? Darius est mourant, mais il n'est pas mort. Lorsqu'Alexandre arrive, et Alexandre le prend sur ses genoux, et à ce moment-là, c'est la scène de reconnaissance entre les frères. Toi, mon frère, à mon frère. Et donc, son frère, donc Darius, lui demande de se marier avec sa fille, Roxane, et lui demande d'être son successeur. Et donc, Alexandre est ainsi complètement réintroduit et introduit dans la geste des rois de la Perse ancienne. C'est une étrange évolution, mais qui en même temps n'est pas complètement infidèle à ce qui a été, là on est en termes symboliques, oui. Complètement infidèle à ce qui a été la politique d'Alexandre, c'est-à-dire continuer de mettre en valeur l'ensemble des élites, de se muer lui-même en souverain oriental, ce qui n'a pas été sans créer beaucoup d'irritation chez certains de ses anciens compagnons macédoniens. Absolument. C'est a repris à son profit une politique qui était déjà celle des rois achéménides, qui, n'oublions pas, régnaient sur un empire multiethnique. Ils avaient donc besoin de collaboration des élites locales. Alexandre a repris étant la même politique et a cherché à appeler à son service la noblesse perse et iranienne, qui en particulier formait la colonne vertébrale de l'empire. Il en avait besoin, il savait très bien qu'il ne pouvait pas conserver un tel empire sans cette collaboration. Il a donc fait les aménagements nécessaires dans les règlements de la cour, de manière à permettre aux nobles iraniens de s'agréger à une noblesse qui aurait pu être une noblesse mixte irano-macédonienne. C'est là d'ailleurs qu'on rejoint un certain nombre de débats chez les colonisateurs du XXe siècle. D'un côté, le modèle britannique en Inde, on s'appuie sur les structures sociales antérieures, et puis le rêve chez d'autres d'une assimilation. On retrouve là cette opposition. Oui, absolument. Mais je précise d'ailleurs que, pour parler de la politique britannique en Inde, qu'il y a eu un grand débat à la fin du XVIIIe en Grande-Bretagne pour savoir justement quelle politique il fallait mener. Et il y avait deux camps qui ont cherché chacun à utiliser le souvenir d'Alexandre. Ceux qui, comme William Robertson, le grand historien écossais par exemple, qui prétendait que la civilisation indienne était une civilisation pleinement développée, qui n'avait pas besoin du tout d'être régénérée par l'Europe, et que donc il fallait faire comme Alexandre. Il fallait faire comme Alexandre, c'est-à-dire créer une sorte de fraternité entre les conquérants et les conquis. De l'autre côté, vous avez au contraire la thèse assimilationniste qui voulait angliciser l'Inde. C'est l'un des plus célèbres représentants, il n'est pas le seul. C'est James Mill qui fait paraître son histoire de l'Inde en 1821, mais auparavant d'autres prédicateurs, parce que l'une des conditions de cette assimilation, c'était aussi le grand débat qui a eu lieu vers 1800-1810, ou un peu avant 1800, c'était de savoir s'il fallait christianiser l'Inde. Est-ce qu'on devait autoriser les missions chrétiennes en Inde? Le précédent d'Alexandre est intéressant, puisque chaque fois qu'il va dans des pays différents, d'une certaine façon, il se moule dans la religiosité du pays. Il y a une fameuse visite en Égypte, à Amon. Oui, absolument. Il se moule, c'est-à-dire qu'au fond, étant lui-même issu d'une religion polythéiste, il n'est pas gêné par une autre religion polythéiste. Et donc, en tant que roi, lorsqu'il est en Égypte, lorsqu'il est en Babylonie, il va sacrifier aux divinités locales sans aucun problème. On est là très loin de l'effort de christianisation des pays colonisés au XIXe siècle. Je pense qu'il n'y a même jamais eu le début d'initiation de la moindre idée de ce genre de l'Antiquité. Enfin, l'Antiquité à l'époque d'Alexandre. Il entre dans un empire multiethnique, il connaît très bien la situation, il sait très bien que... Et même l'idée même du monothéisme lui est étranger. Je veux dire, donc, pour régner, pour commander un tel empire, il lui faut accepter les spécificités locales, que ce soit les cultes, la langue, les écritures, contenues comme elles étaient de règle à l'époque achéménide. Revenons, si vous voulez bien, Pierre Briand, revenons à notre XVIIe siècle, parce qu'il y a une évolution intéressante à observer de l'image d'Alexandre depuis le début du règne de Louis XIV jusqu'à sa fin. Et pour retrouver la tonalité de l'époque, l'extrait d'une satire de Boileau, la satire 8, et c'est Christophe Allwright qui lit ces vers dans le cadre des Chemins de la Connaissance, 17 octobre 1997. Quoi donc, à votre avis? Fût-ce un fou qu'Alexandre? Qui? Cet écervelé qui mit l'Asie en cendres? Ce fougueux Langely qui, de sang altéré, maître du monde entier, s'y trouvait trop serré?
L'enragé qu'il était, né roi d'une province qui pouvait gouverner en bon et sage prince, s'en alla follement, en pensant être Dieu, courir comme un bandit qui n'a ni feu ni lieu et traînant avec soi les horreurs de la guerre, de sa vaste folie, emplir toute la terre. Boileau continue en disant « Heureux si de son temps, pour sans bonne raison, la Macédoine eût eu des petites maisons. » Les petites maisons, c'est le Charenton de l'époque, c'est là où on a les fous. « Et qu'un sage tuteur lutte en cette demeure, par avis de parents, enfermés de bonheur. » Cette satire de Boileau a eu, elle aussi, une destinée extraordinaire parce qu'elle est citée partout par tous les auteurs qui veulent dénoncer Alexandre par la suite. Ou qui veulent dénoncer Boileau, par exemple Voltaire. Ah oui. Voltaire raconte aussi une chose à propos de l'histoire de Charles XII de Suède. Charles XII de Suède qui avait pris pour modèle Alexandre et qui, un jour, se lance à la conquête de la Russie. Il est battu par Pierre le Grand et il ne trouve d'autre moyen de s'enfuir que d'aller se réfugier à la cour du sultan de Constantinople. Il reste plusieurs années et il lit alors, beaucoup de choses. Il lit Quinte-Curce et il lit Boileau. Et Voltaire raconte que Charles XII se met en colère lorsqu'il lit Boileau, alors que pour lui, Alexandre est son modèle. Mais ensuite, c'est tout ce que dit Boileau, qui est déjà une reprise de ce qu'il disait auparavant, mais avec le talent qu'a Boileau, va être repris. Et je voudrais citer un texte que j'ai découvert récemment, je dois dire, qui est un texte de Bonaparte, si je peux me permettre d'en parler. Allez-y, citez Bonaparte, de toute façon, nous y serions venus. Voilà. Eh bien, Bonaparte, qui est tout jeune lieutenant, qui vient de sortir de l'école de Brienne. Bonaparte, qu'est-ce qu'il a lu, Bonaparte? Il a lu Plutarque, bien entendu. C'était même conseillé par l'autorité militaire de lire Plutarque. Il a lu aussi, certainement, Bossuet. En 1777, paraît un résumé de discours sur l'histoire universelle de Bossuet à destination des écoles militaires royales. Il a lu Rollin, il a lu Boileau. Et en 1780, l'abbé Raynal, qu'il a lu beaucoup aussi. Il a lu Rousseau, il a lu l'abbé Raynal, il a lu Voltaire. Grand nom des Lumières. Voilà, il a lu Montesquieu aussi. Donc un concours est lancé par l'Académie de Lyon à l'instigation de Raynal. Finalement, il n'y a pas de résultat. En 1791, le concours est à nouveau lancé et Bonaparte envoie une dissertation. Ça porte sur le bonheur. Il y a 15 dissertations qui arrivent, 15. Il est l'une des 15. Le jury juge qu'aucune des 15 ne vaut le coup. Et donc, le concours est relancé l'année suivante. Et le prix va être distribué en 1795. Et la dissertation de Bonaparte est jugée parmi les plus mauvaises. C'est absolument plein de référentique, parce que nous sommes en pleine révolution. Et Saint-Just avait dit que le bonheur était une idée neuve en Europe. Voilà. Et puis c'est un thème qu'on retrouve abondamment au temps des Lumières, le thème du bonheur. Nous sommes en plein contexte de Bonaparte, parlant du bonheur, va dénoncer aussi ceux qui font le malheur des gens, les conquérants. Et donc, il a des mots très durs pour Alexandre le Grand, qu'il dénonce avec violence. Et dans les mots qu'il utilise, que je n'ai pas été en tête, mais on voit très bien qu'il a lu aussi Boileau. Et Plutarque et Boileau. Ah, il a lu. C'est intéressant parce qu'en fait, Bonaparte, il fait ses études dans les années 80. On a donc, chez Bonaparte, on a une sorte d'exemple, de cas d'école, justement, de quelqu'un qui est issu de la petite noblesse corse, qui va dans une école militaire royale, chez les bons pères. Et lorsqu'il part d'Alexandre... C'est Boileau ou c'est Plutarque? Alexandre, c'est plutôt Boileau. C'est plutôt Boileau, même si chez Plutarque, il y a aussi des passages qui contestent Alexandre. Nous sommes en période où on dénonce les conquérants. Il a fallu du temps pourtant pour que Louis XIV se déprenne d'Alexandre. Au début de son règne, il accueille avec plaisir des comparaisons entre Alexandre et lui-même. Par exemple, dans la préface de l'Alexandre de Racine, en 1665, la pièce Alexandre, on trouve un éloge du souverain avec une comparaison avec le Macédonien. C'est assez habituel d'exprimer une révérence, évidemment, de courtisan. Il fait une comparaison qui est naturellement à l'avantage du souverain français, qui est, dit-il, arrivé au comble de la gloire par un chemin nouveau et plus difficile que celui par où Alexandre est monté, parce qu'à l'âge d'Alexandre, il a fait paraître la conduite d'Auguste. Effectivement, Louis XIV a pris au départ, cherchant un modèle de royauté. Il s'est emparé du modèle héroïque d'Alexandre. Dans ses premières années, Louis XIV partait lui-même à la guerre
comme ses prédécesseurs, et s'est engagé alors à la cour un débat. Est-ce que le roi doit aller prendre lui-même la tête de ses troupes au risque de se mettre en péril, de mettre en péril la nation? Et puis finalement, c'est la deuxième hypothèse qui a prévalu. Et donc on a abandonné les modèles d'Alexandre, et on a cherché des modèles de la vieille histoire de la France, et on a abandonné les modèles d'Alexandre. Un modèle d'Alexandre a été magnifié dans la peinture, dans la tapisserie, par Lebrun, dont on parlait tout à l'heure, et on voit très bien l'assimilation qui est faite entre le héros conquérant et le héros royal de l'époque moderne, de même que est évident que nous avons à travers l'exemple, la scène de la rencontre entre Alexandre et les princesses perses après Issos, l'image même du bon roi compatissant. Alors peut-être est-ce qu'on peut estimer qu'on passe de l'idéologie de l'Empire à l'idéologie de la nation. En tout cas, c'est une interprétation d'André Malraux dans une archive que je vais vous faire entendre. Il dialogue avec Roger Stéphane. C'est un enregistrement de novembre 1968, diffusé sur France Culture quelques mois plus tard. Il s'agit là encore de l'idée que Napoléon a pu se faire d'Alexandre. Il semble avoir assez mal connu Alexandre. Oui, mais il en parle. C'est une chose curieuse dans le mémorial de Sainte-Hélène de voir comme il connaît bien César et comme il connaît mal Alexandre. Évidemment, il avait Plutarque dans sa cantine, soit par conséquent, il avait lu au moins Plutarque, mais vous vous souvenez quand il dit qu'il a souillé ses victoires par son comportement, enfin, ça semble assez dérisoire de voir de cette façon le plus grand conquérant du monde. Pourtant, l'idée de l'Asie jouait sûrement. Je pense qu'il a eu de l'Égypte un sentiment assez trouble, parce que vous savez qu'il dit plus tard « Mes rêves de jeunesse sont morts à Saint-Jean d'Acre ». Oui. Alors, quels étaient ces rêves de jeunesse? Celle d'être le grand conquérant? Probablement. C'est ce rêve qu'il accomplira sur les champs de bataille. Car après tout, c'est la première fois que les Français entreront vainqueurs et à Vienne, et à Berlin, et à Moscou. Qu'est-ce que c'est qu'un conquérant? En gros, sauf Hannibal, c'est un fondateur d'empire. Soit parce que ça l'a été, Alexandre, Hannibal, César, Gengis Khan, Tamerlan, soit parce que ça l'a été, soit parce que ça le préfigure. Nous pouvons dire que César n'est pas à proprement parler un fondateur d'empire, néanmoins il l'annonce Auguste. Il y a une chose que nous oublions toujours, c'est que les empires n'ont jamais duré. La durée... Rome dure. Pas tellement, 350 ans. La durée véritable, ce ne sont pas du tout les empires, ce sont les nations. Et à l'extrême rigueur, les royautés. Mais qu'est-ce que c'est que l'Empire britannique à côté de l'Angleterre? Et l'Empire macédonien, c'est-à-dire quand même probablement le phénomène le plus important de l'histoire du monde, il était fini 8 jours après la mort d'Alexandre. Or, je pense que inconsciemment, les hommes ressentent assez bien, sans le mettre en forme, sans se le préciser, ressentent assez bien que les empires meurent. Les empires, c'est quelque chose qui est fait pour mourir. Ce sont des objets de conquête. Pensez que l'empire, non plus le plus grand, mais le plus puissant, l'empire assyrien, a été détruit par des révoltes de peuples qui, à côté des Assyriens, étaient militairement inexistants. Au fond du cœur, chacun sait qu'un empire, c'est quelque chose qui est condamné à mort. Alors qu'une nation, c'est quelque chose qui se développe avec une puissance d'organisme. Une nation, c'est comme un arbre, et un empire, c'est comme la foudre. Je vous ai trouvé, Pierre Briand, à l'écoute de ces propos d'André Malraux, un air un peu dubitatif. Oui, en partie, mais admiratif aussi sur la capacité discursive d'André Malraux, en parlant de grandes questions qui traversent les siècles. Fulgurance. Qui s'accompagne parfois d'à peu près, bien entendu, parce qu'on ne peut pas lui demander non plus d'être parfaitement accurate, comme on dit en anglais, précis. Je crois que ce qui l'intéresse, au fond, c'est la question de la conquête, mais au fond, ce qui est au cœur de son discours, là, ce qui était tout à fait aussi un discours contemporain, à partir d'Alexandre et au prétexte de parler d'Alexandre, ce qui l'intéresse, c'est, au fond, la notion de la nation. La nation, pour lui, nous sommes effectivement en pleine période gaulliste, il est ministre à ce moment-là, et nous sommes en moment de l'exaltation de la nation, et en même temps, au moment où la nation pourrait bien se fondre dans un ensemble plus large qui est l'Europe. Et on ressent là bien toute la
difficulté d'un gaulliste et d'un admirateur du général de Gaulle d'articuler entre la nation, l'Europe et l'Empire. Bien sûr, il s'oppose aux empires. Peut-être pense-t-il aussi à l'Empire américain qui pourrait disparaître, comme l'Empire romain, et à la nation française qui, de toute façon, est appelée à se maintenir, car il y a dans la nation, dit-il, une sorte de substance qui ne peut pas mourir. Bon, c'est un point de vue qu'on peut partager ou ne pas partager, c'est pas très important. Mais au fond, son discours est un discours contemporain, comme tous ceux qui parlent d'Alexandre, apparemment. Oui, contemporaine aussi, la vision d'Alexandre tout au long de la Troisième République et au moment de l'unité allemande. Vous parliez de l'Europe, mais l'Europe, c'est un modèle qui est tout à fait étranger à celui d'un César qui dominerait le continent par la force des armes. C'est la volonté de regrouper des nations entre elles. Il s'agit d'autre chose à la fin du XIXe siècle. Il s'agit de toute une réflexion comportant assimilation possible entre le cas d'Alexandre et, d'un côté, en France, l'entreprise coloniale et, d'autre côté, en Allemagne, l'idée de la Prusse à partir de laquelle on réunifie l'Allemagne, l'unité allemande avec Bismarck. L'une des dates importantes de l'historiographie d'Alexandre, c'est 1833. Un jeune étudiant prussien qui vient de passer sa thèse, qui vient de soutenir sa thèse, se lance dans une entreprise considérable, c'est l'écriture d'un livre sur Alexandre le Grand. Il n'avait déjà eu auparavant, mais jamais un livre fait dans la méthode scientifique définie dans les universités allemandes, en particulier à Berlin, où il a fait ses études. Il est né en 1808, il a donc 25 ans lorsque son livre paraît. Et ce livre va avoir une descendance considérable et on considère souvent qu'il s'agit du premier livre scientifique sur l'histoire d'Alexandre. Ce livre se situe dans un contexte, c'est très difficile de parler de Droysen parce que c'est assez compliqué, mais en 2 mots, il a suivi les enseignements de Hegel à Berlin, il a été très influencé par Hegel, et en même temps, Droysen est un acteur de la vie politique allemande. Il a pris part au congrès de Francfort en 1848, qui a été l'échec de la première tentative de l'unification d'Allemagne. Il a sans cesse bataillé, au point que d'ailleurs, dans les années 1840-1870, il a abandonné l'histoire de l'Antiquité. Il a écrit une histoire de la Prusse, une histoire de Frédéric le Grand, une histoire des guerres de libération en 1813. En Prusse, il y a cette levée en masse contre les Français, contre Napoléon. Et d'ailleurs, les guerres napoléoniennes ont fait beaucoup pour la prise de conscience de l'Allemagne. Enfin, clairement, pour lui, la Macédoine, c'est la Prusse. Pour beaucoup d'autres auteurs aussi, c'est en Allemagne, la Prusse doit suivre l'exemple de la Macédoine et réunir l'Allemagne. Tout le monde n'est pas sur ce plan-là en Allemagne, d'ailleurs, dans cette année-là. Un autre historien qui est un contemporain de Droysen, mais à Göttingen, défend l'idée que toute unification d'Allemagne ne peut mener qu'à un échec, comme l'unification d'Alexandre a mené à un échec. Donc il y a très clairement, dans l'histoire de l'historiographie allemande de cette époque, y compris chez les historiens qui travaillent sur l'Antiquité, les leçons d'histoire, comme on dit. C'est-à-dire qu'on interprète Alexandre de façon différente, ou c'est un échec, ou c'est une réussite. Il est d'ailleurs notable à ce propos qu'un homme qui a considéré que même si c'était un rêve fracassé, c'est tout de même un héritage magnifique, a traduit dans les années 30 en français Droysen. Cet homme, c'est Jacques Benoît Méchain, personnage intéressant, qui ensuite a été, à l'époque de Vichy, un de ceux qui est allé le plus loin dans la politique de collaboration avec Hitler, avec l'Allemagne, à un moment tout près de Darlan, et qui, par conséquent, mérite d'être relu dans cette préface en particulier. Absolument. Nous sommes en 1935. Benoît Méchain est donc déjà un très très grand spécialiste de l'Allemagne. Où il a vécu, il travaillait sur l'histoire de l'armée allemande. Qui a eu un grand succès. Qui fut un très grand succès. Et en 1935, je pense que c'est de sa propre initiative, je ne pense pas que ce soit l'initiative de Grasset, il prend l'initiative de traduire un livre qui n'a jamais été traduit, c'est justement l'Alexandre de Droysen de 1833. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est la traduction, oui, c'est intéressant, mais c'est surtout la préface qu'il écrit, où il fait un rapport permanent et direct, il ne s'en cache pas, entre le présent et le passé. Une citation, si vous voulez bien, on peut lire ce livre comme l'exemple de ce que peut accomplir une personnalité de génie à une époque, on est en 1935, où l'histoire semble perdre souffle et attendre d'un individu qui lui fournisse une impulsion nouvelle. À ce point de vue, on découvre dans la méditation des actes d'Alexandre, mieux que partout ailleurs, les éléments d'un culte de la personne dont nous avons à l'heure actuelle le plus pressant besoin. Fin de citation.
C'est une préface programmatique, c'est un programme politique que nous donne ici Bonhomme-Echin, qui est certainement l'expression, qui n'est pas c'est son expression personnelle, mais c'est l'expression seulement d'un groupe politique en France, où justement nous sommes en plein cul de la personnalité, dans les régimes fascistes en Italie, en Allemagne et en Espagne. Et manifestement, il exprime ici le désir d'une partie de la population française vers la création en France d'un régime personnel comme on connaît dans d'autres pays européens, en particulier en Allemagne, pour laquelle il a une admiration éperdue. Alors, deuxième courant dans la ligne de l'héritage d'Alexandre, les historiens de la Troisième République soucieux de justifier l'entreprise coloniale. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire d'Alexandre, depuis le XVIIIe siècle, a été réinventée, je dirais, dans le cadre de l'histoire de l'expansion européenne. Au fond, Alexandre, d'abord, est considéré dès le XVIIIe siècle comme, et je cite là un historien allemand, comme le premier Européen à avoir fait basculer le centre du monde, l'équilibre mondial, de l'Asie vers l'Europe. Et donc ça, c'est très important. Ça, c'est l'Europe qui prend le pouvoir sur le monde avec Alexandre le Grand. Et à la fin du XIXe siècle, c'est évidemment quelque chose de grande portée. Et cette image d'Alexandre, c'est celle qui va être utilisée dans toute la littérature coloniale, que l'on voit fleurir alors la littérature, l'histoire et la géographie coloniale. La géographie coloniale qui est fondée par Demangeon et qui justement décrit la mise en valeur des colonies comme étant la justification ultime et première d'ailleurs de la colonisation. Et donc, au fond, dans un débat qui a ressurgi récemment sur ce qu'on a appelé les conséquences positives de la colonisation, Alexandre entre tout à fait, car tout le débat qui est sur Alexandre porte justement, depuis le XVIIIe siècle, est-ce que les conséquences positives de la colonisation l'emportent sur des conséquences négatives, et donc est-ce que la colonisation est justifiée par ces conséquences dernières qui seraient quoi? Eh bien, qui est, ce qu'on a dit au XIXe siècle, la régénération de l'Orient et la mise à niveau de l'Orient au niveau de l'Occident, ce qu'on appelait après le développement des pays d'Orient, l'Égypte d'abord, avec le canal de Suez, et puis tous les pays d'Orient qui étaient confis dans la stagnation propre à l'Empire ottoman. D'ailleurs, vous citez en annexe du petit livre de la collection Découverte que vous consacrez à Alexandre le Grand, Pierre Briand, vous citez un texte intéressant de Victor Duruy, dans son abrégé d'histoire grecque dessiné aux classes de 5e, programme 1857. Victor Duruy, c'est lui qui a été ensuite le ministre de l'Instruction publique de Napoléon III. Un regard très favorable sur Alexandre, visiblement inspiré par l'idée de la colonisation. Ce qu'il aurait pu faire s'il n'était pas mort à 33 ans. Les vaincus gagnés par les égards du vainqueur et associés à ses plans. Alors on est plus dans le royaume arabe de l'Algérie que dans la colonisation ultérieure de ces départements d'outre-mer. Le commerce, lien des nations, développé sur une immense échelle. L'industrie vivement sollicitée par ces immenses trésors, autrefois stériles, maintenant jetés dans la circulation par la main prodigue du conquérant. La civilisation grecque portée et enracinée sur 1000 points de l'Empire par tant de colonies, les peuples, les idées, les religions mêlées, confondues dans une unité grandiose, d'où une civilisation nouvelle serait sortie. Voilà ce qu'Alexandre avait préparé et pourquoi depuis 2000 ans, le monde s'arrête et s'incline devant le nom de ce jeune victorieux. Lui, il a lu Droysen, donc il reprend complètement... C'est un Droysen matiné de Plutarque, mais Droysen lui-même est utilisé Plutarque. Et en particulier, cette idée grandiose à la fin de la citation que vous venez de faire sur au fond, l'unité du monde, il reprend une idée de Droysen sans le dire comme ça, parce qu'il ne peut pas le dire comme ça dans un État comme la France. Pour Droysen, au fond, qui a une vision finaliste de l'histoire d'Alexandre. La fin de l'histoire d'Alexandre, c'est le Christ. Pourquoi ? Parce que Alexandre a permis d'une part non seulement l'extension de la langue grecque, qui fut la langue après des évangiles, après l'araméen, mais a permis l'unification du monde. Et dans l'idée de Droysen que se fait de l'histoire du monde, le Christ, j'allais dire, est un sous-produit d'Alexandre. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, est une conséquence ultime d'Alexandre. 33 ans aussi. Absolument. Ce que Droysen veut décrire comme la fusion de l'Orient et de l'Occident qui a permis l'avènement du christianisme.
Et c'est ça la fin de l'histoire. Et c'est pourquoi Druckmann a une telle admiration et a tellement insisté sur cette époque hellénistique qui, avant lui, il faut le dire, était considérée comme une époque de décadence. Druckmann va en faire au contraire une période de régénération, de nouveaux départs, et du nouveau départ vers des horizons absolument extraordinaires, l'unification du monde autour du christianisme. Il faut peut-être suivre Montesquieu qui disait que l'attitude d'Alexandre était bien préférable à celle des Romains qui conquirent tout pour tout détruire, alors que lui voulut tout conquérir pour tout conserver. Est-ce que, pour clore notre conversation, Père Briand, on peut nourrir de cette réflexion une interrogation sur ce qu'on peut faire d'Alexandre aujourd'hui ? Ce qu'on peut faire d'Alexandre aujourd'hui, je crois que à la fois l'histoire d'Alexandre aujourd'hui est dans une période de crise, peut-être dans une période où il est possible de la rénover, pour une raison très simple. Je ne parle plus là en historiographe, mais en historien, même si je parlais en historien tout à l'heure aussi, bien entendu. L'histoire d'Alexandre a été longtemps laissée ou nourrie uniquement par la lecture des auteurs d'époque romaine dont on parlait depuis la Renaissance. Il y a heureusement aujourd'hui d'autres moyens d'aborder l'histoire d'Alexandre. C'est que l'histoire d'Alexandre est au croisement de deux champs, si je puis dire, ou à la jonction de deux champs historiques qui se sont renouvelés l'un et l'autre de plus depuis 30 ans. C'est l'histoire de la Macédoine, d'une part, et l'histoire de la Perse antique, de l'Empire achéménide. Depuis 30 ans, ces deux champs ont été complètement bouleversés par l'apparition de nouveaux documents, de nouvelles réflexions. Et je pense qu'en prenant en compte l'ensemble du monde, et non plus simplement l'histoire personnelle d'Alexandre, en quittant la biographie pour l'histoire, en replaçant les 10 ans de la conquête dans une période que je considère comme ayant sa propre cohérence, la période que j'appelle la période de transition, disons entre 350 et 300 environ, eh bien on peut redonner sens à l'histoire d'Alexandre, à condition, encore une fois, de quitter des interrogations qui me paraissent futiles, sur savoir si Alexandre est grand ou pas, c'est pas le problème, savoir ce qui s'est passé, quelles ont été les conséquences, les origines aussi des plans d'Alexandre, les conséquences, on peut les trouver que si on élargit, qu'on quitte le zoom et qu'on rétablisse le grand angle. Du zoom au grand angle. Exactement. Merci Pierre Briand. Merci. Vous avez publié un Que sais-je, très utile, sur Alexandre le Grand, qui a été édité en 2005 et qui va être réédité. J'évoquais votre lettre ouverte à Alexandre le Grand. Ce sont les Actes Sud qui ont édité cet ouvrage en 2008. J'ai évoqué aussi en passant votre contribution à la collection Découverte, Alexandre le Grand. Ah ah, vous avez pris l'expression Alexandre le Grand, c'est un choix. C'est un choix d'éditeur. Ah bon? Alors dans ce cas, vous vous défaussez sur Gallimard. Alexandre le Grand, de la Grèce à l'Inde. En anglais, Alexander the Great and His Empire, Short Introduction. Ça, c'est pour nos nombreux auditeurs anglophones, aux éditions des presses universitaires de Princeton et d'Oxford. Voilà, d'autres titres, naturellement, seront disponibles sur notre site où vous pourrez retrouver les références des documents sonores que vous avez entendus à la page Concordance des temps, et vous pourrez également réécouter cette émission, la télécharger, la conserver dans vos archives pour l'éternité et réagir en ligne. Samedi prochain, ce seront les vacances. Donc, nous changerons d'horaire très provisoirement. Je vous donne rendez-vous à 13h pour la première de nos rediffusions de l'été. Il s'agira de l'émission que j'avais enregistrée avec Denis Crouzet, consacrée à Nostradamus. Nostradamus surmonter les angoisses du monde. Mais rassurez-vous, dès le mois de septembre, nous retrouverons notre horaire habituel du samedi matin à 10h. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet réalisée par Patrick Molinier, avec la collaboration de Meryl Moneghetti, de Jeanne Guéroux, de Raphaël Brémondi, notre stagiaire, avec à la prise de son Philippe Palarès, et pour les archivina, Hervé Evano. Et dans quelques instants, Dominique Rousset pour le rendez-vous des politiques.